Quel est ton manga préféré? Cette question arrive forcément à un moment ou à un autre dans une discussion entre fans de manga. Pourtant, il existe une question similaire qui bizarrement est beaucoup moins posée. Quel est ton mangaka préféré? Si cette question m'était destinée, je répondrais sans hésitation que c'est Ken Akamatsu. Et justement, cette vidéo a pour sujet la deuxième œuvre de sa carrière. C'est parti pour Love Hina. Love Hina donc, publié dans le Weekly Shonen Magazine d'octobre 1998 à octobre 2001 pour un total de 123 chapitres. Suite à son succès, le studio Xebec en fera l'animation en 25 épisodes, 3 OAV et 2 films d'animation. Le personnage principal est un jeune homme du nom de Keitaro Urashima dont le rêve est de devenir étudiant à la Tokyo Daigaku, la meilleure université du Japon. Cet objectif lui vient d'une promesse qu'il avait faite à son amour d'enfance, car selon la légende, deux amoureux qui entrent ensemble à Todai ne se sépareront jamais. Malheureusement, Keitaro n'est pas ce qu'on peut appeler un étudiant modèle, étant donné qu'à 19 ans, il a déjà raté le concours d'entrée de Todai à 2 reprises. Du coup, il est chassé de chez lui par ses parents et décide d'aller vivre dans l'hôtel tenu par sa grand-mère qu'il n'a pas vu depuis son enfance, l'hôtel Hinata. Cependant, une série d'accidents et de malentendus lui font découvrir qu'entre-temps, l'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles. Il est alors sauvé de la colère des 5 résidentes par sa tante, qui annonce à tout le monde que, sur un caprice de sa grand-mère, Keitaro est devenu le propriétaire légal du terrain où se trouve la désormais pension Hinata. Et c'est comme ça qu'il se retrouve au poste de manager de la pension, où il va devoir subir la cohabitation avec Naru Narusegawa, Mitsune Kono, Motoko Aoyama, Kaola Su, Shinobu Maehara et sa tante Haruka Urashima. Ça c'était le premier chapitre, et le reste du manga raconte comment Keitaro va tenter pour la 3e fois d'entrer à Todai, en espérant y retrouver son amour de jeunesse, dont il a depuis oublié le nom et le visage. Il se souvient de sa promesse, mais pas de la personne à qui il l'a faite. Et après tu t'étonnes qu'il soit ramassé 2 fois au concours de Todai. Si j'ai dit au début que Love Hina était le deuxième manga de Ken Akamatsu, c'est néanmoins celui qui lui a fait connaître son premier grand succès, aussi bien au Japon que dans le reste du monde. J'en veux pour preuve les 2 récompenses que lui a rapporté Love Hina, le prix Kodansha 2001 du meilleur shonen et le prix Best Manga USA Release 2002. Du coup, je me suis demandé quelles étaient les raisons de ce succès. Et bien l'une d'entre elles est la qualité des personnages. Déjà Keitaro. Il a beau être le protagoniste, on peut pas dire qu'il nous fasse une bonne première impression. Il est pas sûr de lui, il est limite dépressif. Niveau charisme, on a clairement eu mieux. Et plus on voit ce qui lui arrive, plus on se dit que c'est un boulet. Dans le chapitre 3 par exemple, lors d'un examen préparatoire, il réussit l'exploit de se tromper de feuille de questions, de s'en rendre compte 5 minutes avant la fin du temps imparti, d'effacer ses réponses pour vouloir les changer, et de se retrouver avec une feuille de réponse totalement blanche lorsque le temps est écoulé. Respect mon gars. Même Naruto il a pas fait mieux. Et pourtant, malgré ça, il faut reconnaître que peu de gens font preuve de la même persévérance que lui pour réaliser leurs rêves. Et c'est pour ça qu'on a de la sympathie pour lui. Ensuite, Naru. Je ne vais pas vous le cacher, oui, c'est une tsundere. En même temps, Love Hina étant une love comedy, il n'y avait pas trop de suspense quant à la personnalité de l'héroïne. Mais Naru est pour moi l'une des tsundere les plus réalistes jamais inventées, tout manga ou animé confondu. Je veux dire, elle n'est pas comme toutes les autres qui sont soit en train de frapper le héros à la cadence d'une mitrailleuse, soit en train de lutter contre elle-même avec la même ferveur que Mohamed Ali pour être gentil avec lui. Non, pour moi, Naru est une fille normale et gentille qui frappe Keitaro uniquement lorsqu'il fait une gaffe. Bon après il en fait beaucoup des gaffes, mais c'est pas la question. Pour ce qui est des autres filles de la pension, on a un joli échantillon de personnalité, à savoir la collégienne innocente, pleine d'espoir mais qui s'inquiète de tout et n'importe quoi, la kendoka élevée dans la tradition samouraï qui peut tout aussi bien respecter le héros que lui servir de bourreau, la génie hyperactive et insouciante qui tabasse le héros juste parce que c'est marrant, et enfin le parasite qui boit, fume, parie aux courses, essaie de profiter des autres, mais qui de temps en temps est quand même la plus mature des personnages. Et c'est pas fini, à mesure que l'histoire avance, le panel des personnalités hautes en couleur ne fait qu'augmenter, pour notre plus grand plaisir. Une autre raison du succès de Love Hina est son mélange très bien dosé du naturel et du délirant. Le côté naturel vient évidemment de la situation scolaire de Keitaro, que tout le monde redoute et comprend. Rater 2 fois le concours d'entrée pour l'école que l'on veut par-dessus tout, c'est une expérience que ne veut vivre aucun étudiant. Et pour avoir fait 2 ans de prépa, je vous prie de me croire quand je vous dis que la tristesse de Keitaro dans le manga est tout aussi réaliste que la tristesse des étudiants dans la vie réelle. Par contre, pour le côté délirant, on peut vraiment dire que Ken Akamatsu a une imagination débordante. Que ce soit Monsieur Seta et sa manie de sortir de son van carambolé la tête en sang, Su et ses inventions toutes plus loufoques les unes que les autres, ou Keitaro qui semble immortel quand on voit qu'il se sort indemne de toutes les punitions divines qu'il subit de la part des filles, je vous assure que si vous vous ennuyez en lisant ce manga, c'est vraiment que vous avez perdu goût à la vie. Mais surtout, la qualité numéro 1 de ce manga, pour moi, c'est son dessin. Dites-vous bien qu'en l'an 2000, très peu de mangaka cédaient de logiciels de dessin, et la quasi-totalité des planches étaient faites à la main. Et c'est ça que j'aime le plus dans Love Hina.
Le dessin est tellement naturel et délicat que le simple fait de le regarder est reposant. Que ce soit une scène comique, les scènes normales, les scènes sérieuses ou les scènes tristes, ce manga pour moi est beau, il n'y a rien d'autre à dire. En revanche, il y a beaucoup à dire sur le suremploi des scènes. Quand vous avez Seta qui fait des 360 avec son van, c'est marrant parce que ça se produit de temps en temps, c'est un running gag. Par contre, la scène de Naru qui marave Keitaro, elle est utilisée, et encore, 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 et vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Autre détail qui m'a laissé un goût amer, lorsque vous lisez une histoire, vous vous identifiez forcément au personnage qui vous ressemble le plus. Et vu que les lecteurs de Lovina sont principalement des garçons, ça m'étonnerait qu'ils s'identifient à un autre personnage que Keitaro. D'où cette réflexion que je me suis faite en lisant les chapitres 89 à 96, un truc tout con, hein. Pourquoi il est pas là, Keitaro? Durant ces 8 chapitres, les seuls personnages présentés sont les filles de la pension Hinata et Kanako, qui fait son apparition, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire que l'histoire est nulle s'il n'y a que des filles, mais je voudrais quand même bien savoir à qui s'identifient les lecteurs masculins si aucun des personnages présentés ne sont eux-mêmes des garçons. Du coup, vu que ces chapitres introduisent un nouveau personnage important, ils ne sont pas qualifiables d'inutiles, mais je sais pas, sans Keitaro pour s'identifier à lui, ces chapitres m'ont paru d'un vide, mais plus que le suremploi des scènes, plus que l'absence du protagoniste. Kanakamatsu a commis pour moi l'une des pires erreurs qu'un auteur ne doit jamais commettre. Lovina compte 11 personnages récurrents, classés ici par ordre d'apparition. Si je vous dis qu'ils n'ont pas tous la même quantité de background, vous allez me répondre que c'est normal, et je suis bien d'accord avec ça. Mais là où je suis en colère contre Kanakamatsu, c'est que si on prend ces mêmes personnages et qu'on les classe selon leur quantité décroissante de background, on obtient ça. Y'a rien qui vous choque? Allez-y, hein, je vous laisse cogiter 2 secondes. Vous avez toujours pas trouvé? Depuis quand on apprend plus sur les personnages qui arrivent plus tard dans l'histoire que ceux présents depuis le premier chapitre? Elle, c'est Kanako Urashima. Elle arrive au chapitre 88, et d'entrée de jeu, on apprend qu'elle est la sœur de Keitaro, qu'elle a aussi une promesse d'enfance avec lui, et accessoirement qu'elle a été adoptée, ce qui pour elle justifie son brother complexe. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on sait sur Shinobu? Que dalle. C'est bien gentil de nous dire qu'elle était timide avant de venir vivre à Hinata, mais ça, on le remarque un petit peu en lisant les premiers chapitres. Il faut attendre le chapitre 121 pour enfin savoir quelque chose sur sa famille, et devinez ce que c'est? Ses parents ont failli divorcer! Most useless information ever. Et oui, pour ceux qui s'en sont rendus compte parce qu'ils se souviennent du début de la vidéo, vous ne rêvez pas, cette révélation arrive bien 2 chapitres avant la fin du manga. C'est comme si elle arrivait, l'air de dire « Hey, on a oublié de vous dire, Shinobu n'est pas orpheline, c'est cool, non ?» Bon, voilà pour le manga, parlons maintenant de l'anime. C'est quoi cette merde? L'anime de Lovina contient tout ce que je déteste le plus dans les adaptations de manga en anime. Rien qu'en regardant le premier épisode, j'ai ressenti 3 fois l'envie de me plonger la tête dans une cuve d'acide pour me laver les yeux et les oreilles. Déjà, pourquoi modifier l'Inkipit? On a bien la promesse d'enfance, on a bien l'emménagement dans la pension pour jeunes filles, mais dans le manga, les 5 filles habitent à Hinata depuis quelques temps déjà, et sont toutes présentes lors de l'arrivée de Keitaro. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de compliqué pour donner vie à ça. Et pourtant, dans l'anime, Motoko est absente parce qu'elle participe à un stage de kendo, et Shinobu n'est même pas encore à Hinata. Pourquoi? Deuxième erreur. Le studio Xebec a dû engager le même abruti qui allait plus tard travailler sur l'adaptation animée de Rave, car on se retrouve là aussi avec des morceaux de l'histoire mis dans le désordre. Je reviens sur le stage de kendo de Motoko, qui dans le manga a lieu au chapitre 7, et permet de développer le personnage de Su. Tu peux, toi, développer un personnage secondaire dans le tout premier épisode? Non, tu peux pas. Et c'est comme ça qu'on perd un chapitre entier et qu'on se retrouve avec un truc chiant à la place. Enfin, le truc qui m'a le plus énervé, c'est quoi ces 3 vieux qui servent à rien? Premier épisode et on se retrouve déjà avec des personnages inventés. Et le pire, c'est qu'ils reviennent dans tous les épisodes suivants juste pour faire des remarques dont tout le monde se fout. Mais claquez, nom de Dieu, vous avez atteint l'âge pour ça, non? Et attendez, je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est que le premier épisode, on peut pas juger la série entière avec seulement un 25e de son contenu. Mon cul, oui. Vous voulez l'épisode 2? Très bien. Dans l'épisode 2, le mot incohérence n'est même plus suffisant. Shinobu est enfin présentée, mais elle est décrite comme une petite fille timide, pleureuse, sans amis à l'école et dont les parents sont en instance de divorce. Bizarrement, je vois pas trop où est le côté drôle de la situation. Et bien sûr, Shinobu ne connaît non plus aucun des résidents de la pension Hinata. Mais alors comment se sont-ils débrouillés pour l'intégrer à la suite de l'histoire? C'est simple, voyons.
Tout le monde sait qu'il est parfaitement logique d'organiser une fête pour souhaiter bon voyage à quelqu'un qu'on n'a rencontré qu'une seule fois, rencontre qui au passage n'a duré qu'1 minute et demie montre en main, et que cette fête est amplement suffisante pour convaincre la personne de rester vivre avec de parfaits inconnus. Bienvenue au pays des bisounours! C'est bon, vous en avez assez, je peux passer à la suite? Bon. La suite de l'animé est tout aussi déplorable. D'autres personnages inventés, des personnalités refaites, une fin what the fuckesque comme c'est pas permis, et c'est pas les 3 OAV qui racontent l'arc de Kanako qui ont relevé le niveau global, bien que ces OAV soient un peu plus fidèles au manga que l'animé de base. En fait, les 2 seuls bons trucs de l'animé, ce sont les openings. Ce sont les 2 seules parties animées de l'histoire qui sont cohérentes avec l'univers de Lovina. Le reste, c'est juste un énorme doigt levé à l'encontre de tous les fans de la série. Du coup, mon verdict sur Lovina est le suivant. Si l'histoire vous intéresse, lisez le manga, mais si vous voulez regarder l'animé, préparez-vous à être très déçu par rapport à la version papier. Quant à mes raisons de lire ce manga, on a en numéro 5, le comique de situation est très bon. Numéro 4, les personnages sont super réalistes. Numéro 3, les graphismes sont géniaux. Numéro 2, la mascotte de Lovina est une de mes préférées. C'est une tortue qui s'appelle Tama, et comme toutes les tortues, elle aime les sources chaudes, le thé, elle sait écrire, elle comprend le langage humain, elle connaît les arts martiaux, et elle peut voler en supportant le poids d'un adulte. C'est une tortue normale quoi. Et numéro 1, si Lovina vous a intéressé, imaginez ce que vous penserez de la prochaine œuvre de Ken Akamatsu. Et nous voici à la fin de la vidéo, donc les messages habituels, cliquez sur j'aime si elle vous a plu, abonnez-vous si mes analyses vous semblent crédibles, appuyez ici pour être basculé vers la vidéo précédente, et c'est tout. Toujours pas de lien Facebook ou Twitter. Sur ce, à la prochaine!